Radio J. Radio J. Géopolitique, le MAG. Steve Nadjar. Radio J. Étienne Legaille, bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes spécialiste des questions internationales, vous exercez dans un cabinet de conseil en géopolitique et vous signez aux éditions Bouquin un essai absolument remarquable, passionnant, oserais-je dire même pour coller au thème, consacré à l'humiliation. Le livre est préfacé par l'ancien ministre des Affaires étrangères Hubert Védrine. Il s'intitule L'humiliation, donc dans la lignée des travaux précurseurs de Pierre Asner sur la revanche des passions. Vous expliquez que le sentiment d'humiliation est un ressort aujourd'hui puissant des crises internationales. Vous présentez à cet effet 3 grands cas d'études qui reflètent selon vous 3 types de rapports à l'humiliation. On va y revenir dans le détail, la Russie, le Proche-Orient et la relation franco-allemande. Mais d'abord, pourquoi est-ce que l'étude des passions, des sentiments collectifs et par-delà des imaginaires vous apparaissent aujourd'hui comme une clé pertinente pour comprendre la société internationale? C'est une clé pertinente puisqu'elle permet d'ouvrir un peu des théories plus classiques des relations internationales qui essayent d'expliquer et de comprendre les relations entre États, d'abord, mais c'est justement une ouverture sur les sociétés civiles et autres, et de comprendre comment est-ce que les passions, à côté des intérêts purement, strictement rationnels, pour le dire simplement, ont un rôle très important, et notre époque exacerbe ce rôle. Donc elle exacerbe avec un point de départ qui est l'apparition du phénomène de l'opinion publique au XIXe siècle pour les sociétés occidentales. Et, avec les médias de masse. Avec les médias de masse notamment, absolument. Les médias de masse, l'élargissement du droit de vote et donc l'idée que la population dans son intégralité a non seulement accès aux informations, mais en plus peut se faire une idée et l'exprimer. Et donc ça, si j'ose dire, c'est bon pour les passions. C'est bon pour les passions, oui. Et après, est-ce que les passions qui en ressortent sont bonnes, je ne sais pas, mais c'est une autre question. Mais oui, c'est bon pour les passions. Et vous expliquez dans le livre que les nouvelles technologies de communication aujourd'hui nourrissent encore davantage ces passions pour les exacerber dans certains cas. Oui, absolument. Alors notamment, c'est pas une critique en règle, puisque évidemment il y a aussi des très bons côtés, mais les réseaux sociaux exacerbent cet appel à la vie affective des gens, des peuples, ce rapport émotionnel au réel, et qui, en fait, et c'est un peu aussi le début du livre, l'origine du livre, cette vie émotionnelle, lorsqu'elle est exacerbée, elle peut être ensuite manipulée par les pouvoirs politiques, et c'est là le plus grand risque. Donc c'est un atout à la fois pour les régimes autoritaires et les régimes populistes. C'est un danger donc pour les démocraties potentiellement. Ce règne des émotions sur la scène internationale pour ce qui nous concerne. Absolument, mais comme je le dis, pour l'humiliation, et c'est vrai d'autres passions individuelles et collectives, elles sont contrôlables tout en étant incontrôlables. On ne contrôle pas toujours les conséquences de la façon de la manipulation de ces mêmes émotions, et donc même pour les pouvoirs autoritaires, ça représente un risque. Mais c'est une arme pour eux pour déstabiliser effectivement les sociétés démocratiques. Comment est-ce que vous définissez le sentiment d'humiliation? Comment vous le distinguez par exemple? Comment vous distinguez humiliation volontaire et mépris? Alors c'est très complexe, et c'est toute la complexité de la notion d'humiliation, c'est qu'elle peut être à la fois réelle, elle peut être fantasmée et elle peut être manipulée. Mais quoi qu'il en soit, le sentiment d'humiliation, qu'il soit réel, fantasmé, manipulé, il est quand même là. Et donc il faut l'écouter. C'est ça aussi que j'essaye de dire tout au long du livre. Il faut l'objectiver. Il faut l'objectiver, exactement. Et il faut en tenir compte. C'est-à-dire qu'on peut ne pas être d'accord avec une revendication d'humiliation. Mais il faut quand même le prendre en compte, puisque c'est le travail de la diplomatie, en fait. C'est de prendre en compte la façon dont les autres pensent, voient le monde, leur représentation, leur projection sur la scène mondiale, et faire avec pour maximiser au mieux nos intérêts et minimiser au mieux les risques de crise et de guerre. Je citais tout à l'heure les travaux de Pierre Asner. On pourrait également citer Dominique Moisy ou Bertrand Badier. Est-ce que vous avez l'impression que cette question-là, cette prise en compte des sentiments, des passions, et en l'occurrence de l'humiliation, est aujourd'hui intégrée dans les analyses, non pas seulement des universitaires, mais des diplomates, notamment en France? Alors des universitaires, c'est indéniable. Vous avez cité 3 grands universitaires qui l'ont développé à merveille, et c'est aussi en partie l'origine du livre. Chez les diplomates, je ne sais pas, parce qu'on vit parfois avec nos propres passions, ou en tout cas, j'ai l'impression qu'une certaine génération de diplomates vit encore
dans le paradigme de l'individu rationnel, donc de l'individu qui est mu uniquement par ses intérêts et par une vision rationnelle du monde. Alors que c'est évidemment pas le cas, on est beaucoup plus, au moins autant influencé par notre vie passionnelle que par notre vie rationnelle. Donc, vaste question. Moi, je dirais que peut-être qu'il faudrait plus en tenir compte, mais quand on le fait, par exemple Emmanuel Macron, qui a déclaré à plusieurs reprises ne pas vouloir humilier la Russie, on en reparlera peut-être. Si moi, la façon dont je comprends cette phrase, cette déclaration, en plus répétée, donc il est quand même sûr de lui, eh bien, il est critiqué partout. Donc, il y a cette espèce de double vision des choses. La prendre en compte, ce n'est pas lui donner raison finalement, c'est ce que vous soulignez dans le livre. C'est éviter qu'une nouvelle crise se produise quand la guerre en Ukraine sera finie, qu'il y aura eu un règlement diplomatique, que j'espère, en faveur des Ukrainiens évidemment. Il faudra prendre en compte les sentiments russes, leur vision du monde à nouveau, pour éviter de se retrouver avec une Russie qui serait l'Allemagne d'après le traité de Versailles en 1919 et d'autres exemples dans l'histoire. Il ne peut y avoir d'humiliation, dites-vous, qu'en rapport à une conscience de soi antérieure, à une forme de dignité qui serait bafouée. Vous prenez comme exemple le cas de la prise d'otage de l'ambassade américaine à Téhéran en 1979. Qu'est-ce que cette opération est venue percuter dans l'imaginaire américain ? Elle est venue percuter l'idée que donc on est en pleine guerre froide et les États-Unis à côté de l'URSS sont l'une des deux superpuissances mondiale. Donc il y a une espèce de duopole comme ça sur le monde. Les États-Unis qui sont on ne peut pas parler d'hubris à ce moment-là, mais qui sont donc une superpuissance avec tous les atouts d'une superpuissance, se voient... c'est un affront, en fait, c'est un vrai camouflet, qu'un régime qui vient de récupérer, disons-le comme ça, un pays qui lui-même était gagné aux idées américaines, en tout cas était gagné à l'influence américaine, tout à coup, il y a cette prise d'otage. Par des étudiants ? Par des étudiants. En tout cas, ceux qu'on a présentés comme des étudiants, apparemment, ils n'étaient pas tous étudiants. C'est un vrai affront parce que ça remet en cause, à la vue de tous, la supériorité américaine par ce qu'ils considèrent être un tout petit pays aux mains de fanatiques qui viennent de prendre le pouvoir de façon illégale. En fait, c'est ça qui est très difficile. Et comme vous le disiez, c'est la préconscience d'une supériorité matérielle, civilisationnelle et autres, qui est remise en question aux yeux de tous. Et c'est ça qui est très important, aux yeux de tous. Il y a un tiers qui joue aussi son rôle et qui rend public en fait l'humiliation. Considérez-vous que ce sentiment d'humiliation permet d'expliquer l'évolution de ces relations entre les deux pays depuis 1979? On parlait du cas américain, mais est-ce que les Iraniens, par exemple, estiment aujourd'hui devoir prendre leur revanche sur l'humiliation subie par la culture locale, notamment la culture religieuse, par ces décennies de poussée de la modernité occidentale permise par le régime du Shah? Je pense que ça a été l'une des origines de la prise du pouvoir par le Shah en 1979. Par Khomeini. Du Shah, pardon, par Khomeini. Ça a été effectivement l'une des origines, et aujourd'hui, le pouvoir religieux, effectivement, garde... mais c'est ça qui est intéressant aussi avec l'humiliation, avec les passions générales, c'est que, en fait, fortiori l'humiliation, c'est un poison qui prend son temps pour se disperser dans les récits collectifs, les mentalités collectives, et qui peut ressurgir à un moment de façon... En faisant naître des revendications aussi de la part du peuple, cette fois. Oui, absolument. Absolument. Alors là, c'est plus compliqué avec la société iranienne, parce qu'on voit qu'il y a une vraie opposition entre le pouvoir religieux et toute une partie du peuple qui a des revendications... disons, qui irait plus dans le sens des États-Unis que dans le sens du pouvoir religieux. Mais oui, ça a expliqué la prise du pouvoir par Khomeini, et ça explique aujourd'hui la réaction américaine, la politique iranienne des États-Unis, en fait. Donc l'intransigeance de Donald Trump, les assassinats par les Américains de responsables iraniens. Notamment Qassem Soleimani. Voilà. Mais c'est resté un vrai traumatisme, et ça explique encore beaucoup de choses. Étienne de Galles, est-ce que ce décalage entre cette conscience d'être une superpuissance dans le cas des Américains et d'être attaqué en son sein, d'être humilié, c'est également ce qu'ont ressenti les Américains en 2001 avec le World Trade Center, et ce qui a donné par la suite en retour une réaction extrêmement forte en Afghanistan, en Irak derrière? Oui, c'est très intéressant de faire le lien entre les deux, parce que après son statut de superpuissance,
Donc pendant la guerre froide, les États-Unis sont devenus, c'est une expression d'Hubert Védrine, sont devenus l'hyperpuissance, c'est-à-dire la seule puissance capable d'imposer son bon vouloir à peu près partout dans le monde. Et donc de projeter sa puissance un peu partout dans le monde. Et quand elle est effectivement en 2003, en pleine période d'hyperpuissance, d'hubris, elle est attaquée sur son propre territoire, c'est un traumatisme immense. Et là aussi, ça a été une humiliation immense et ça a permis au président Bush à l'époque de justifier la guerre contre le terrorisme avec toutes les atteintes au droit international, toutes les atteintes à la dignité d'un certain nombre de populations à travers le monde et en plus contre la vie de majorité de pays dans le monde. Donc on voit aussi que dans des régimes démocratiques, une humiliation, un traumatisme, le ressentiment qu'il provoque peut amener à une manipulation de ses passions, de ses sentiments. Et donc, ça n'est pas seulement le cas pour des régimes non démocratiques. Donc, de la même manière qu'on peut parler de choc des civilisations, est-ce qu'on peut parler dans ce cas-là de choc des représentations ? Alors, choc des représentations, c'est certain. Choc des civilisations, je suis moins sûr. En tout cas, c'est peut-être plus une prophétie autorisatrice qu'autre chose. Mais il y a un choc des représentations, absolument. Et c'est tout l'enjeu, c'est toute une partie de l'enjeu du choc des puissances au XXIe siècle d'opposer leur représentation aux autres, a fortiori, et ça revient au début de la discussion, a fortiori dans un contexte général de post-vérité, de relativisme. De relativisme par rapport à la science, en tout cas au dogme de la science, à la façon dont la science occidentale se construit. Et donc oui, c'est... Absolument. Alors vous distinguez dans votre livre 3 grands types d'humiliation. Commençons par le premier, l'humiliation réelle ou fantasmée, instrumentalisée et productrice de violence. Et il s'illustre parfaitement, selon vous, dans le rapport de la Russie au monde occidental depuis la fin de la guerre froide. D'abord, comment se perçoit la Russie ? Vous expliquez que c'est un État immense, toujours immense, sur un territoire immense, un État entre 2 continents et qui s'interroge sur son identité. Oui. Alors c'est... Qui peut créer une forme d'inquiétude. Exactement. C'est aussi un peu à l'origine de tout, puisqu'il y a eu, dans l'histoire récente, disons les 2-3 derniers siècles de la Russie, qu'elle soit soviétique, impériale ou fédérale aujourd'hui, il y a cette opposition entre 2 écoles de pensée. Alors les choses sont plus compliquées que ça, mais schématiquement, entre des slavophiles qui mettent en avant la particularité de la Russie, la particularité de sa religion, de sa spiritualité, la particularité de sa géographie, et qui veut en faire un espace à part relativement à l'Europe. Et de l'autre côté, c'est né là de l'occidentalophilie de Pierre le Grand. C'est un autre courant de pensée qui, lui, veut intégrer, disons, l'espace civilisationnel européen et s'en inspirer pour sortir de ce qui fonctionne pas et donc se transformer, se réformer. Et vous vous rappelez de manière extrêmement convaincante que cette pensée eurasiste, la pense bien, très méfiante vis-à-vis de l'Europe, aujourd'hui, depuis une quinzaine d'années, nourrit beaucoup la pensée stratégique de Vladimir Poutine. Oui, absolument. Depuis son arrivée au pouvoir, en fait, il a toujours été très influencé par cette pensée-là. Et à ses côtés, certains personnages notamment russes, Doudine. Voilà, exactement, ont pris une importance considérable. Et on sait que si Vladimir Poutine, en tout cas le régime russe, laisse un personnage prendre une importance, c'est aussi qu'il est d'accord avec ses idées, ou en tout cas que ça le sert. Donc il y a effectivement, je pense chez Poutine, une pensée eurasiste, slavophile, qui veut mettre en valeur l'originalité de la civilisation russe par rapport aux autres blocs civilisationnels, en tout cas la façon dont lui les définit. Et une vision du monde qui était là dès le départ, dès son arrivée au pouvoir à la fin du XXe siècle ? Oui, je pense que c'est une vision du monde qui est là depuis toujours. Il a été formé, on ne va pas revenir sur toute sa formation, sa biographie, mais en tout cas sa formation et sa biographie ont fait que la chute de l'URSS a été pour lui peut-être plus
que pour d'autres Russes, un véritable traumatisme. La plus grande catastrophe du XXe siècle. Oui, c'est comme ça qu'il en a Selon parlé, ces mots. absolument. Et quand il arrive au pouvoir, il est déjà convaincu de ça. Simplement, il essaye, et c'est ce que je montre dans le livre, il essaye de tendre la main à l'Occident d'une façon ou d'une autre. On parlait du 11 septembre 2001. Vladimir Poutine, par exemple, est le premier à appeler le président américain pour lui présenter son soutien, ses condoléances. Il ouvre l'espace aérien russe pour que des avions américains puissent le traverser. Il y a un certain nombre de mains tendues qui sont intéressantes, qu'il ne faut pas oublier. C'est ça qui est très intéressant dans votre livre, c'est qu'il y a, malgré tout, il y a une attente de la part des Russes, l'absence de réponse, ou en tout cas une réponse insatisfaisante à leurs yeux, nourrit, crée, réactive ce sentiment de frustration, d'humiliation par la suite. Oui, absolument. Alors j'essaye moi plus d'insister sur la décennie 90 parce que et c'est intéressant de le dire, l'humiliation elle est, disons, de 2 ou 3 natures. La première, c'est la chute de l'URSS. Bon, toute personne qui vit sous un empire considéré comme une superpuissance et qui voit cet empire disparaître du jour au lendemain ressent une profonde humiliation, ce qui va créer un profond ressentiment. Il y a une nostalgie. Bon, ça n'est la faute de personne. Vous voulez, c'est un fait, c'est comme ça. Et vous montrez que Boris Eltsine essaye justement d'envoyer des signes, des gages à l'Occident pour montrer que la Russie est toujours une superpuissance. Oui, exactement. Et là, on en revient aux attentes. Les attentes de Poutine ont été les attentes plutôt d'Eltsine. C'est-à-dire, on est prêt à faire des efforts, à vous tendre la main, on est prêt à nous réformer. Donc, il y a notamment la thérapie de choc, qui est une auteure a parlé de la thérapie de choc, qui est une série de réformes, de mesures économiques pour faire entrer l'économie anciennement socialiste russe dans l'économie de marché. Et qui était perçue par les Russes, écrivez-vous, comme un choc sans thérapie. Exactement. Comme un choc sans thérapie, ça a été très dur. Il y a plus de la moitié de la population qui tombe dans l'extrême pauvreté. Des clans mafieux, la criminalité pousse comme ça sur les ruines du communisme. Ça a été très très dur pour eux. D'autant plus dur que, là, l'humiliation en l'occurrence vient de la Russie elle-même. D'autant plus dur que le clan Eltsine a complètement parasité l'économie, parasité le pouvoir et s'est enrichi sur le dos des Russes qui eux-mêmes étaient en train de s'appauvrir. Donc ça a été très difficile. Là-dessus, il n'y a pas de responsabilité, si vous voulez, de l'Occident ou qui que ce soit. Mais c'est quand même dans la psyché russe depuis, et ça a été mis, je pense à tort, mais ça a été mis sur le dos des Occidentaux et a fortiori des Américains, puisque cette thérapie de choc a été notamment conseillée par des économistes et des experts américains, qui sont venus à la demande des Russes, mais qui sont venus prêter main forte au ministre des Finances, au ministre de l'économie, pour faire entrer donc... avec ces thérapies de choc, l'économie russe dans une économie de marché. Il y a un petit passage dans le livre où vous mentionnez brièvement le cas chinois, mais qui est intéressant à propos de ce siècle d'humiliation perçu par les Chinois, et vous montrez bien, c'est très court mais c'est très intéressant, que les Chinois évidemment montrent du doigt la responsabilité étrangère, mais qu'il y a aussi également chez eux une autocritique de la responsabilité nationale sur cette période noire. Oui, absolument, c'est une double critique qui est très intéressante et ça montre aussi comme la façon dont les psychologies collectives, alors là, est-ce que à quoi tient la psychologie collective chinoise par rapport à la russe, donc ce serait très intéressant de comparer, mais il y a effectivement toujours un retour sur soi, une autocritique et une volonté de réforme qui est importante et qui a moins eu en Russie pour différentes raisons, mais aussi par volonté de ne pas s'assumer comme perdant, comme plus faible, alors que les Chinois qui mettent ça en avant aujourd'hui sont dans une période ascendante de façon indéniable, et donc c'est plus facile une fois qu'on est plus puissant de dire on a été moins puissant avant et ça a été de notre faute et donc maintenant il faut faire attention. Puis c'est aussi toujours un discours à usage interne, c'est-à-dire attention, parce que si on se rend compte qu'effectivement à nouveau les dirigeants, le personnel administratif et autres ne travaillent pas pour la grandeur de la Chine, ça permet d'avoir une lutte, des luttes contre la corruption, ou en tout cas sous couvert de lutte contre la corruption, de ce genre de politique, de faire le tri et de faire le ménage au sein de l'appareil chinois. Dans le rapport à la Russie, est-ce qu'on peut parler très clairement d'hubris côté américain dans les années 90 ? Je pense qu'on peut parler d'hubris, et c'est là où il y a une nouvelle distinction à faire dans l'humiliation. Donc il y a une humiliation qui a été ressentie par les Russes, qui paraît indéniable, en tout cas il faut la prendre en compte, et il y a une humiliation qui peut être le résultat d'un mépris
ou en tout cas d'une attention qui n'a pas été assez portée aux yeux des Russes. Et je crois, moi, que c'est le cas, et c'est ce que j'écris, que c'est le cas des États-Unis, de l'Occident en général, pendant la décennie 90, où on n'a pas porté assez d'attention et on a considéré les Russes comme portion négligeable. Et ça a été aussi très dur pour les Russes. Comment a été perçue, par exemple, la publication et l'immense succès du livre de Francis Fukuyama sur la fin de l'histoire, qui traçait, qui considérait que le sens de l'histoire désormais c'était la démocratie libérale? Comment c'était perçu? Très dur parce que ça se rajoute à ce dont on parlait il y a encore 2 minutes, c'est-à-dire la fin d'un empire, le traumatisme que ça a provoqué, et on rajoute là-dessus une idée évidemment américaine qui est de toute façon, en fait, ça y est, on a gagné, notre idéologie a gagné, notre façon de voir les choses a gagné, et de toute façon, vous allez tous d'une façon ou d'une autre nous rallier. C'est très dur à vivre, en tout cas pour les responsables politiques et ceux de la société russe qui ont eu connaissance de ces théories. Et cette idée-là, vous expliquez que c'est l'une des raisons qui ont poussé les Américains à soutenir l'élargissement de l'OTAN. En tout cas, c'est l'une des 2 logiques qui a présidé à l'élargissement de l'OTAN dans les années, à partir de la fin des années 90, cette idée que c'était le sens de l'histoire justement, que le libéralisme s'étende à l'Europe notamment et à l'étranger proche de la Russie, en tout cas considéré comme tel. Absolument, c'est l'une des 2 raisons, la seconde étant, et en fait la première chronologiquement, la demande des pays d'Europe de l'Est de rejoindre l'OTAN, parce qu'effectivement ils ont été traumatisés sous le joug soviétique pendant des décennies, et quand enfin ils accèdent à, disons, l'indépendance, la liberté, bien évidemment ils veulent être protégés par l'OTAN, ce qui paraît tout à fait entendable et logique. Ça a été très mal vécu en Russie. Alors là, il n'y a pas de légitimité de ce sentiment-là. Par contre, il existe à nouveau. On peut pas. C'est difficile de leur dire. Ce serait très difficile et contre-productif de dire non, on n'aurait pas dû le faire, mais on aurait peut-être dû le faire différemment. On aurait peut-être dû proposer d'autres choses à la Russie, l'intégrer mieux la considérer, ou en tout cas la faire se sentir plus considérée, et peut-être que les choses auraient été différentes. Et c'est ce à quoi répond aujourd'hui Emmanuel Macron, vous le citiez tout à l'heure, lorsqu'il parlait de ne pas vouloir humilier à nouveau, que la Russie se sente à nouveau humiliée. Je ne sais pas s'il faisait référence à une première humiliation de la Russie, en tout cas il fait référence à la dangerosité de ne pas prendre en compte la vision du monde, le ressenti d'un peuple entier, de ses dirigeants, parce que l'histoire a montré que la relation franco-allemande, qui est l'un des chapitres du livre, le montre. Ça a été une humiliation mimétique qui s'est déplacée d'un côté et de l'autre du Rhin au gré des conjonctures, des guerres, des victoires, des défaites. Je pense qu'il fait référence à l'humiliation en général, en disant il faut prendre en compte, il ne faut pas qu'on les écrase, qu'on les fasse se sentir moins que rien, parce que la Russie sera toujours la Russie. Elle sera toujours là, c'est un immense pays avec des ressources immenses, et il faut essayer plutôt de l'intégrer à notre vision du monde, et en tout cas essayer de trouver nos intérêts communs. Oui. Est-ce que la sublimation du sentiment d'humiliation via la naissance, la création d'un couple franco-allemand au cœur de l'Europe, c'est une solution de sortie envisageable pour la Russie dans son rapport à l'Occident à moyen terme ? Je pourrais pas vraiment vous répondre, c'est tellement compliqué, c'est des sujets très délicats déjà, c'est très délicat d'en parler aujourd'hui avec ce qui se passe en Ukraine. Mais c'est indispensable de penser à l'après, parce que sinon ça se fera sans nous, Français, Européens. Est-ce qu'on le pense suffisamment aujourd'hui, cet après? Parfois, quand certains intellectuels ou anciens hommes politiques ont pu avancer l'idée qu'il était nécessaire de préparer d'ores et déjà la suite, on a considéré que c'était une manière de soutenir Vladimir Poutine. Oui, alors ça c'est un débat très franco-français, et quoique un peu européen aussi. Aux États-Unis, tous les cercles de réflexion, un certain nombre d'intellectuels pensent déjà à l'après, et heureusement, parce qu'il faut penser à l'après. Il faut penser à l'après d'un point de vue sécuritaire, mais il faut penser à l'après d'un point de vue aussi commercial et économique. Qui va reconstruire l'Ukraine? Comment est-ce qu'on va l'intégrer ou non à l'Union européenne? Est-ce qu'on va l'intégrer ou non à l'OTAN? Et ensuite, de l'autre côté, la Russie, qu'est-ce qu'on va faire avec la Russie? Vladimir Poutine n'est pas éternel. Il y aura une Russie d'après Poutine, et il faudra faire avec. Vous citez au début du livre l'éditorialiste phare du New York Times, Thomas Friedman. On est quelques mois après le début de la guerre en Irak en 2003. Si j'ai appris une chose en couvrant les affaires mondiales, c'est ceci: la force la plus sous-estimée dans les affaires du monde et l'humiliation. Ça s'applique particulièrement au Proche-Orient, ces 2 derniers siècles de rapport entre le Proche-Orient et l'Occident. Oui, absolument. Absolument. Ça...
autant que les deux autres exemples que je traite dans le livre, mais selon moi, il y a un vrai sentiment d'humiliation au Proche-Orient qui a été, lui, très long à se faire jour et très long ensuite à s'exprimer. Et ce qui est intéressant, pardon Étienne de Galles, c'est que vous expliquez, c'est très, j'allais dire novateur, mais c'est très intéressant en toute état de cause, que c'est finalement l'émergence d'une conscience de soi, d'une unité arabe, justement, qui presque, j'allais dire paradoxalement, a nourri ce sentiment d'humiliation et donc de revanche à prendre. Oui, exactement. Exactement. Un sentiment collectif, qu'il soit d'humiliation ou autre chose, il a besoin du collectif pour naître. Le Proche-Orient du début du 19e siècle n'est pas le Proche-Orient du début du 20e, avec la poussée des nationalismes, une socialisation qui s'est faite par les cafés, par les journaux, par l'imprimerie, par un certain nombre d'éléments qui ont permis effectivement de prendre conscience d'une unité culturelle arabe qui a été aussi l'une des revendications des nationalismes arabes, mais avant des islamismes, mais au sens originel, qui est en fait un pan-islamisme, c'est-à-dire mettre ensemble tous les croyants musulmans. Rassembler tous les croyants musulmans. Donc oui, il a fallu attendre tous les phénomènes qui se sont passés en même temps au XIXe siècle pour que le sentiment d'humiliation soit de plus en plus ressenti collectivement et devienne une revendication. Est-ce qu'il a été alimenté par l'idée que le peuple, les Arabes, étaient sortis de l'histoire ? Oui, absolument. Absolument. À nouveau, le sentiment d'humiliation, de toute façon, encore une fois, fonctionne pas de façon très complexe en soi. C'est-à-dire que il y a un décalage, c'est ça que vous montrez là dans ce cas-là. Un décalage, absolument, entre une image fantasmée d'un passé arabe glorieux, avec fantasmé parce que ça faisait déjà un certain nombre de siècles que ça n'était plus le cas, et avec une réalité qui est déconcertante, qui est frustrante et qui est même humiliante. Et ça commence à se passer, c'est le début du chapitre, avec l'arrivée des troupes de Napoléon, des troupes françaises en Égypte, en 1798. Et là, on a tout de suite, avec l'exemple guerrier, l'exemple militaire, on a le sentiment d'une infériorité énorme, alors même qu'à ce moment-là, les Égyptiens se pensaient supérieurs en termes militaires. Je vous cite, l'expérience historique humiliante des pays du Proche-Orient tient du contraste entre le souvenir d'une civilisation arabe et musulmane puissante, conquérante et redoutée, et la réalité décevante d'une région devenue objet des relations internationales sous l'effet conjugué des dominations et des ingérences extérieures d'une part, d'échecs politiques internes d'autre part. Parmi les réponses qui a été apportées à ce sentiment d'humiliation, il y a la Narda, la renaissance arabe. Pourquoi ça n'a pas marché sur le temps long ? Ça n'a pas marché sur le temps long parce que ce qui étaient les pays, en tout cas les territoires du Proche-Orient à cette époque-là, sont encore sous le joug, d'une façon ou d'une autre, ça a changé de main, des puissances coloniales européennes. Et ça ne représentait pas un intérêt pour les Européens de voir se développer une pensée qui, elle-même, a donné naissance à des pensées indépendantistes, autonomistes, etc. Donc je crois que ça a été... c'est l'une des raisons principales, c'est-à-dire des raisons exogènes, mais il y a aussi des raisons endogènes. C'est-à-dire que à certains moments, certaines sociétés, certains régimes n'ont pas été capables de répondre aux demandes, aux défis intérieurs, aux défis de l'extérieur. Il nous reste 2 minutes. Par la suite, c'est le rapport à Israël aussi qui, justement, nourrit cette humiliation, l'idée qu'un petit État qui vient de naître, on connaît en 1948, s'impose face à plusieurs armées arabes. Et ça, on le voit ensuite dans les décennies qui vont suivre au Proche-Orient. Oui. C'est peut-être pas terminé. Non, ça a été un très gros traumatisme. Je fais une comparaison dans le livre entre un livre qui a été écrit donc, sur le traumatisme français après 1870 face à l'Allemagne et le traumatisme arabe face à l'État d'Israël après 1948. Et en fait, il y a une crise israélienne de la pensée arabe. Donc c'est non seulement les populations ensemble exultent en fonction des victoires ou au contraire en fonction des défaites dépriment réellement. Mais ça, en plus, toute
l'intelligentsia arabe l'a vécu comme des défaites de la pensée aussi, et on le voit très bien après la dernière défaite dans les années 60, que ça sonne le glas des nationalismes arabes. Et Nasser qui meurt... Nasser après 67. Voilà, exactement. Nasser qui meurt quelques années après, en fait, emporte le nationalisme arabe dans sa tombe. Autre réponse, et on terminera avec ça dans le monde arabe, c'est les djihadistes justement qui instrumentalisent, qui réactivent à leur manière ce sentiment d'humiliation pour former des actions violentes, cette fois notamment sur le territoire de ceux qu'ils considèrent comme les responsables absolument. De ce sentiment. Et à nouveau, c'est le même mécanisme, c'est-à-dire qu'on va essayer de partir d'un sentiment qui est là, légitime ou pas, réel ou fantasmé, et on va en faire un outil de mobilisation. Étienne Le Gay, merci beaucoup d'avoir été avec nous pour nous présenter ce livre absolument passionnant, remarquable, à lire de toute urgence, l'humiliation, véritable clé des crises internationales. C'est publié aux éditions Bouquin. On peut retrouver cet entretien en podcast sur radioj.fr et en vidéo sur la page YouTube de Radio J. Merci à vous et à très bientôt.